Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mercredi 3 août 2022. Dans les actualités de ce jour, page sportive pour commencer. L'État n'a pas oublié de mettre à la place qu'il mérite le sport et les sportifs malagasy, surtout ceux ayant porté haut l'honneur du pays. Parmi les engagements du président de la République à la population malagasy, celui de faire du sport une fierté nationale et de faire connaître Madagascar à travers le sport. Un défi réalisé car les athlètes malagasy dans la discipline judo ont gagné une médaille d'or lors du championnat africain, mais aussi dans la discipline haltérophilie. Le président de la République a reçu aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou les 6 athlètes. Ces derniers ont été décorés chevaliers de l'ordre et ont reçu des primes pour leur performance. Reportage Nazar Radonarville et Andora Zanjebe. Ces jeunes athlètes ont été reçus avec honneur ici au Palais d'État d'Iavlou aujourd'hui. Des athlètes issus de disciplines judo et haltérophilie qui ont gagné des médailles d'or lors du championnat d'Afrique. L'État n'a pas ignoré les performances de ces athlètes car ils ont reçu les reconnaissances qu'ils méritent venant du président Andradzuil. Selon le chef de l'État, il est tout à fait normal que ces athlètes soient récompensés par l'État et par lui-même car ils ont porté haut la fierté du pays et l'honneur national au niveau international. Il a ajouté que cette jeunesse a tout l'avenir devant elle. L'important dans le milieu sportif est de gagner et de cultiver l'excellence. Face à ces efforts, l'État appuie toujours les athlètes, selon le président. Il a notamment rappelé que les maquis de Madagascar ont été des champions d'Afrique en 2012 et l'État a pu construire en 6 mois un stade, le stade maquis d'Anotapeinak pour la discipline rugby. En 2019, les Barrières de Madagascar ont participé pour la première fois à la phase finale de la CAN et ont pu accéder jusqu'au quart de finale. Étant donné tous ces efforts, il est important que les sportifs soient récompensés à travers des infrastructures. L'État a pu rénover le stade de Mamasn en stade Barrea Mamasn. Les fédérations auxquelles ces athlètes appartenaient ont affirmé que ces résultats n'ont pas pu avoir lieu sans l'aide de l'État. Il est à rappeler que les 5 athlètes ont été décorés chevaliers de l'ordre du mérite de Madagascar, à savoir Raswane Vrazaf Enalora, qui est championne d'Afrique junior en judo, ainsi que pour la discipline haltérophilie, Radaferson Rossina, Anjatsitwen Atuzunirin, Eric Herman Anjatsitwen et Ramiraman Hilarion Ricardo. Par ailleurs, Maïsoulouf, dans la discipline judo, quant à lui, a été décoré chevalier de mérite sportif. En outre, ces athlètes ont également reçu des primes de la part du président de la République. Dans les informations de ce jour également, la coopération de la province de Hunan avec les districts de pays désirant promouvoir les domaines du social et de l'économie débutera au mois de septembre. Il s'agit d'une coopération visant à développer les collectivités de base selon une décision du gouverneur de la province de Hunan dans le sud-est de la Chine. Une réunion a eu lieu entre le gouverneur de cette province avec les ambassadeurs des pays africains en fin de semaine. Selon les explications, cette province créera une zone spéciale pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains et cette province de Chine. Le volume des échanges commerciaux entre Madagascar et la Chine sera augmenté à plus d'1 milliard de dollars dans l'objectif d'un échange gagnant-gagnant, selon l'ambassadeur de Madagascar en Chine, le docteur Jean-Louis Robinson. Reportage. La province de Hunan, dans le sud-est de la Chine, souhaite instaurer une coopération avec Madagascar, selon les informations émanant de l'ambassadeur de Madagascar en Chine, le docteur Jean-Louis Robinson. Outre le jumelage, le gouverneur de cette province veut également une collaboration avec les 119 districts du pays afin de renforcer le développement partant de la base. Il s'agira du développement des échanges commerciaux, du développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi du tourisme. Hunan possède des expériences dans ces domaines et elle est très avancée comparée aux autres provinces de la Chine. Elle a des expériences dans le domaine de l'énergie et la construction de grandes infrastructures comme les routes, les chemins de fer, mais aussi les barrages et le développement du secteur de l'économie. Hunan est aussi parmi les provinces de la Chine où le continent africain tient des expositions commerciales à travers la Foire internationale africaine. Cette province veut également créer une zone spéciale pour faciliter la réception des produits des pays africains qui veulent collaborer. Cette collaboration peut ainsi commencer au mois de septembre si le projet est validé par le président de la République. Rappelons qu'une réunion a eu lieu entre le gouverneur de la province de Hunan et les ambassadeurs des pays africains en fin de semaine. Le docteur Jean-Louis Robinson a évoqué que la coopération entre les deux pays apportera à plus de 1 milliard de dollars dans les échanges commerciaux à travers un échange gagnant-gagnant.
Et le Forum national sur l'éducation s'est clôturé hier au CCI IVAT après 2 jours de concertation sur l'élaboration des réformes sur le système de l'éducation dans le pays. 2 résolutions ont été prises durant ce forum. Plus de détails dans ce reportage. Les priorités dans la réforme du système de l'éducation à Madagascar se divisent en 2 après le Forum national de l'éducation qui s'est clôturé hier au CCI IVAT. En amont, il y a la réforme à court terme. Il s'agit d'améliorer et augmenter les financements pour l'éducation afin que les infrastructures soient adaptées au climat et aux conditions de chaque région, c'est-à-dire des infrastructures qui peuvent supporter les aléas climatiques et les catastrophes naturelles. La coordination de l'éducation avec l'évolution du numérique fait également partie de ce premier volet. En aval, la réforme à long terme visera à modifier les articles dans les textes régissant l'éducation, l'enseignement et la formation. Un changement à long terme qui se base sur le changement suivant les besoins et les défis de développement des régions du pays. Il faut aussi redorer le blason des enseignants, notamment le côté humain, à travers les indemnités et la protection sociale entre autres, et de donner plus de liberté aux enseignants sortant de centres de formation comme le CRENFP dans toute la grande île. Ce sont les résolutions sorties lors de la clôture du Forum national sur la réforme du système de l'éducation à Madagascar hier au CCI IVAT. Forum initié par les 3 ministères concernés, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Toujours dans cette page sociale, les paysans et l'État se complètent des matériels jusqu'à la vente des produits. C'est le thème de la foire pour les agriculteurs, les paysans et les acteurs dans le domaine de l'élevage Wifi Armada pour cette année 2022. Cet événement a débuté ce jour et s'achèvera dimanche. Plus de 200 participants issus de toute l'île y exposent leurs produits, leur savoir-faire, leurs prestations durant ces 5 jours. Le but de cette foire est de promouvoir les divers produits locaux et surtout d'aider et de donner de l'opportunité aux petites entreprises et les paysans de faire connaître leurs produits dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et de la pêche, entre autres. Dans la page faits divers, 3 dealers d'héroïne d'Akatouts et de Timbazas et ses environs ont été arrêtés par la brigade des stupéfiants au sein de la police nationale hier et présentés au tribunal aujourd'hui. Ces hommes sont des récidivistes et auteurs d'une attaque à main armée à Anous qui a fait un mort selon les informations de la police nationale. Fela Rakotarsoul nous en dit plus. Les 3 dealers d'héroïne des environs Takato et Timbazaz ont été appréhendés par les éléments de la police nationale en charge des stupéfiants hier sur les lieux de vente. La police a pu mettre en place un piège après des informations venant des personnes de bonne volonté. 2 ont été capturés en flagrant délit si l'un a pris la fuite à la vue des policiers. Lorsque ce dernier a été arrêté, il avait en sa possession 5 grammes d'héroïne, tandis que 15 grammes ont été trouvés sur les 2 autres. L'enquête a permis de savoir qu'il venait de s'approvisionner de ces 20 grammes d'héroïne. Ces 3 hommes ont fait déjà l'objet de plaintes des habitants des environs Takato et Timbazaz pour consommation de stupéfiants et dealers. Certains sont récidivistes et d'autres ont été les auteurs d'une attaque à main armée du côté d'Anous qui a fait un mort selon les informations. Ces hommes ont été déjà présentés aujourd'hui au tribunal et l'enquête se poursuit pour découvrir les personnes qui approvisionnent ces dealers. La tuberculose est la 13e maladie qui entraîne plus de morts dans le monde. Pourtant, les discussions et les informations sur cette maladie sont insuffisantes dans plusieurs pays. Pour la partie de l'Afrique membre de la SADC, un projet appelé TEAMS a été mis en place dans la lutte, la réduction et l'éradication de la tuberculose dans les pays membres de la SADC. Une formation a été octroyée aux journalistes venant des pays membres de la SADC en Tanzanie la semaine dernière sur le rôle des journalistes dans la lutte contre cette maladie. Madagascar a eu 3 représentants durant cette formation en Tanzanie, parmi eux un journaliste de Viva, Radu Ramananzatouf. Revenons à présent dans le pays. 5000 habitants du 6e arrondissement ont bénéficié du vaccin ou venant de l'État aujourd'hui. Ce sont les personnes issues de familles très défavorisées de tous les Fukuntans de cet arrondissement. C'est une initiative visant à aider les familles en difficulté face à l'inflation actuelle. Reportage de Fandjessena Mireille et Barnienne Denilson. 25 tonnes de vaccins ont été distribuées par l'État malagasy dans le 6e arrondissement de la capitale aujourd'hui.
Ce sont les familles qui sont les plus défavorisées, issues de 31 Fukuntan de ce 6e arrondissement, qui ont été les bénéficiaires de cette action sociale. Selon un chef de Fukuntan, de telles distributions de vivres permettent de faire face à l'inflation actuelle. 5000 personnes au total ont bénéficié de ces vaccins. La distribution de vivres soulage les ménages les plus démunis, souligne le député de Madagascar, élu dans le 6e arrondissement aujourd'hui. La distribution gratuite de riz effectuée par l'État se poursuivra dans d'autres circonscriptions. Passons à présent dans les actualités internationales. Que s'est-il passé dimanche à Kinsidi, poste frontière entre l'Ouganda et la RDC? 3 personnes sont mortes sous les balles des casques bleus. 14 ont été blessés. Mais le contexte est flou. L'incident s'ajoute aux manifestations violentes de ces derniers jours dans le Nord Kivu contre l'ONU. Bilan 30 morts jugés inefficaces. Le MONUSCO et persona non grata. France 24. Blessé par balle lors de la fusillade, ce jeune homme affirme avoir été directement visé par des soldats de la MONUSCO. La personne qui m'a tiré dessus avait un uniforme militaire. Il sortait d'un véhicule de l'ONU appartenant à la MONUSCO. Dimanche, des casques bleus ont ouvert le feu au poste frontière de Kasindi, faisant au moins 3 morts et une quinzaine de blessés. La fusillade, dont les motivations et le contexte restent flous, a suscité colère et incompréhension en RDC. Elle a été vivement condamnée par les responsables onusiens qui affirment avoir arrêté les auteurs des tirs en attendant les conclusions de l'enquête. Un contingent militaire a également été dépêché sur place par les autorités congolaises afin de rassurer une population encore sous le choc. Le gouvernement ne peut pas abandonner son peuple. C'est pour cela que je suis là avec vous et les autres, en attendant qu'on puisse suivre leurs soins. Ce dernier incident intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu entre la population congolaise et la mission des Nations Unies en RDC. Depuis une semaine, les manifestations se multiplient à travers le pays pour réclamer le départ de cette mission, accusée d'inefficacité dans sa lutte contre les groupes armés. Lundi soir, Félix Tshisekedi a officiellement demandé la tenue d'une réunion avec les responsables de la MONUSCO pour réévaluer son retrait du pays. Privés d'éducation, forcés de porter la voile intégrale, bannis de la politique et des médias, les femmes disparaissent peu à peu de l'espace public en Afghanistan. Le régime taliban a mis en place une version rigoriste de la charia islamique qui ne laisse aucune place à celle qui représente plus de la moitié de la population. France 24. Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, cette fonctionnaire n'est plus qu'une ombre. Elle préfère garder l'anonymat par peur de représailles. Sa famille vivait grâce à son salaire, son mari étant gravement malade. J'aimais mon travail. Je pouvais offrir une bonne éducation à mes enfants. Mais quand ils sont arrivés, j'ai été contrainte de rester chez moi. Et ils ont réduit mon salaire. Je pense que les talibans n'ont pas changé. C'est un régime obscurantiste. Sans perspective d'avenir, leurs droits restreints, les femmes luttent contre la dépression. Cette psychologue a été appelée pour venir en aide à cette jeune femme âgée de 19 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours, un tabou en Afghanistan. Comment tu te sentais ces dernières semaines? Je me sens constamment fatiguée, je n'ai rien envie de faire. Est-ce que tu as du mal à respirer? Oui, j'ai le souffle court, je respire mal. J'aimais tellement aller à l'école, tellement. Quand mon frère m'a dit que je ne pouvais plus aller à l'école, j'ai peu à peu perdu la tête. Je voulais être médecin ou journaliste radio. Quand il y a eu le Covid, tout le monde était cantonné à la maison. Il n'y avait pas d'école. Puis l'Émirat islamique a pris le pouvoir et ils ont fermé les écoles. Même moi, quand j'ai entendu les restrictions imposées aux femmes, j'ai sombré dans une dépression. Alors que les besoins sont importants, l'accès aux soins pour les femmes est devenu plus compliqué depuis l'arrivée des talibans. Cette maternité, l'une des meilleures du pays, en fait le constat. Est-ce que ça vous fait du bien? Ça vous aide?
Ça soulage toujours un peu. Le nombre de patientes a diminué depuis que les talibans ont pris le pouvoir. Moins de femmes viennent dans les hôpitaux car les gens ont des problèmes économiques et préfèrent accoucher à la maison. La qualité des services a aussi diminué. Une situation qui risque d'empirer, les collèges et les lycées sont toujours fermés aux filles, alors que le pays manque cruellement de personnel de santé féminin, seul autorisé à soigner les femmes. Plus de 5,6 millions de réfugiés venant de l'Ukraine ont été enregistrés à travers l'Europe depuis le 24 février et plus de 7,1 millions de personnes seraient déplacées au sein de l'Ukraine. France 24 nous en dit plus. À 84 ans, cet homme et son épouse quittent leur maison de Kramatorsk pour fuir la guerre qui se rapproche. Direction l'ouest de l'Ukraine et son calme relatif. Leur fille Marina, elle, a choisi de rester. Ça a été une décision très difficile. Je pense que c'est peut-être la dernière fois que je les vois. C'est nécessaire d'évacuer. Mais où vont aller les gens? Comme les parents de Marina, ils sont des centaines à se presser sur le quai de cette gare. Des vieillards, des enfants, des familles. Les autorités de Kiev ont affrété ce train pour leur permettre de fuir la région. Je ne suis pas parti avant parce que je ne voulais pas quitter la maison. Ma femme est partie en mai, mais ces derniers jours, les bombes tombaient jour et nuit. Tout le monde est parti. J'étais presque seul dans ma rue. Ma femme m'appelait tous les jours. Pars, pars. Donc je me suis décidé aujourd'hui. 500 km plus à l'ouest, les déplacés sont accueillis par des médecins, des psychologues, mais aussi la vice-première ministre, qui supervise les opérations. Irina Vereshchuk veut convaincre les civils restants de quitter la zone. Certaines personnes disent par exemple qu'elles n'ont plus de courant depuis février. Nous ne devons plus attendre, nous devons convaincre tout le monde d'évacuer. Nous devons encore évacuer 50 000 enfants de Bakhmout, Kramatorsk, Sloviansk, toute la partie qui n'est pas sous occupation. Selon les autorités de Kiev, il resterait près de 220 000 personnes à évacuer dans le Donbass. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation sur notre chaîne. Très bonne suite de programme. Au revoir.